Voilà, ça c'est vu par le Daily Show. Réaction, Pascal Salin, alors est-ce que, parce que je sais bien que ça pose la question quand même, je suis sûr que vous êtes sensible, est-ce que les pauvres des pays riches, vous les considérez comme des pauvres, vu qu'ils sont beaucoup plus riches que les pauvres des pays pauvres? Mais je crois justement que ça a déjà été dit, à savoir que la notion de pauvreté est quand même quelque chose de relatif. Et chacun de nous a éventuellement une idée différente de ce qui est pauvre. Donc il me semble que ça ne vaut pas la peine de trop se fatiguer à essayer de définir ce qu'est la pauvreté. Ce qui est important, c'est savoir si on sort de la pauvreté et si le niveau de vie des gens s'améliore. Et c'est bien le cas. C'est bien le cas. Au cours des décennies récentes, il y a des millions de gens, des milliards de gens même qui sont sortis dans le monde de ce qu'on peut considérer comme la vraie pauvreté, c'est-à-dire celle où on a du mal à survivre, celle où on a du mal à manger. Alors ça, c'est le problème important, et je me permettrai de rajouter que si par rapport au temps ancien, il y a tant de gens qui sont sortis de la pauvreté, c'est grâce à la liberté que leur a apporté le capitalisme. Eric Colégas. Je pense que le libéralisme tel qu'il est conçu aujourd'hui est une industrie de la pauvreté. Ah non. Bien sûr, mais attendez, on n'a jamais eu autant de grands pauvres dans les pays libéraux qu'aujourd'hui. Quand vous prenez l'Union soviétique, d'accord, c'était un cauchemar, c'était le goulag, mais il n'y avait pas l'inégalité et les masses de pauvreté et de misère. On est en train de confondre deux. On est en train de confondre deux statuts. La misère et la pauvreté, la propriété et le revenu. Aujourd'hui, les écarts sont... Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes quand même soumis... Attendez, on est soumis à une propagande avec la publicité. On est quand même soumis à une propagande de surconsommation de biens de consommation qui pousse à l'endettement. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenir un possédant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de tragique dans le livre de Morgan Sportes sur le drame de Il en a limite tout de suite. Les 28 complices, j'allais dire, de ce crime, ils n'ont qu'une obsession. Ils ont fait ça pour posséder quelque chose. C'est-à-dire devenir propriétaire. Et on est prêt à tout sacrifier pour devenir propriétaire à tous les prix. Et ce qui s'est passé aux États-Unis avec la subprime, c'est qu'on a dit à des gens, vous allez devenir propriétaire d'une maison, vous n'avez pas les moyens, on va vous prêter de l'argent que vous ne pourrez pas rembourser, on vous confisquera votre maison. Ça, c'est le libéralisme absolu. Oui, mais ça, c'est le vrai libéralisme. C'est bon, Gaspard Koenig. Mais c'est toujours le même paradoxe, c'est-à-dire que les mêmes gens qui disent qu'il faut absolument pas s'endetter, qu'il ne faut pas de marché, qu'il ne faut pas d'argent, sont en même temps très contents qu'il y ait de plus en plus de biens de consommation pour que les gens puissent quand même se vêtir, avoir un logement. Et à la base, la politique des subprimes, c'était fait pour que les gens les plus pauvres aient des maisons. Et je vais dire une telle horreur. D'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Pascal Salin, il y a un chiffre qui est sorti, qui est tout à fait officiel, puisque vous savez, il y avait les Millennium Development Goals, les objectifs de développement du millénaire. Ces objectifs de développement du millénaire, c'est de sortir un certain nombre de gens de la grande pauvreté. La grande pauvreté, c'est évidemment pas d'avoir des écrans plats, c'est d'être à moins de $1 par jour. Oui, il y a justement, 1 milliard. pardon, non, mais juste, je finis ça. Oui. Il y a 1 milliard de personnes. Et on avance même sur les objectifs du millénaire qui sont sortis de la pauvreté dans les dernières 20 ans. Oui, et donc le point que je veux faire, et ça va être tellement horrible ce que je dis, que je vais m'abriter derrière un livre, comme ça va être plus simple, de Niall Ferguson, Civilization, voilà, qui dit très bien que tout de même, et là c'est terrifiant ce que j'ai raconté, que notre époque, notre monde n'a jamais été aussi prospère. Bon. Voilà. Et qu'on est sorti de siècles où quand même le problème de tous les pays et de 90% des gens dans tous les pays, c'était la famine et c'était de survivre. Et donc on peut quand même se féliciter, même s'il y a énormément de problèmes qui restent, même si je suis très sensible à tout ce que dit Judith Revel, je comprends les problèmes de nouvelle pauvreté, etc. On peut quand même se féliciter globalement qu'aux États-Unis maintenant, la détresse ou être pauvre, c'est quand même avoir de quoi se nourrir, un réfrigérateur, des écrans plats et tout ça. C'est quand même une amélioration par rapport à la lutte pour la survie. Juste par rapport, juste par rapport aux écrans de télévision, il se trouve qu'on a reçu Esther Duflo dans cette émission il y a quelques années maintenant, qui est la grande spécialiste de la pauvreté, et qui disait qu'il était très important pour les pauvres dans le monde entier d'avoir la télévision, comme d'avoir un livre, parce que c'est l'accès à la culture et aussi à se distraire, parce que quand on vit dans des villages, voilà, d'avoir la télévision, c'est important, on est raccroché au monde. C'était juste pour la télévision. Pour terminer sur ce sujet, Léonie Simaga. Moi, je pense. Vous êtes pauvre? Je ne sais pas. J'ai une télé, j'ai pas de voiture. Non, mais je pense que effectivement, c'est la question des critères. Le critère d'avoir des biens de consommation dont de toute façon le prix a extraordinairement chuté aujourd'hui.
et dont la consommation permet justement d'alimenter ce marché et les classes moyennes qui sont en ce moment, susceptibles de voter républicains. Lesquels républicains? Parce que c'est pour ça qu'ils ont ce débat. C'est parce que c'est toujours le même argument de lutter contre les pauvres qui feraient semblant d'être pauvres et qui auraient ce qu'ils ont grâce aux aides sociales. C'est toujours c'est le gouvernement fédéral qui a dit qu'il y avait 43 millions d'Américains pauvres. C'est toujours la même rengaine. Ils sont pas pauvres. Donc voilà, donc ces gens-là, est-ce qu'ils sont pas pauvres parce qu'ils ont la télé alors qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, au collège, dans les universités, alors qu'ils ne peuvent pas se soigner s'ils sont malades, ils ont des cancers, ils ne peuvent pas se soigner? Quelle est la différence entre quelqu'un qui est atteint du paludisme au Mali et qui ne peut pas se soigner et donc qui va mourir du paludisme, et un Américain qui a un cancer et qui ne peut pas se soigner, donc il va mourir du cancer. Obamacare est quand même censé résoudre une grande partie de ces problèmes. Moi je vous parle de ces deux exemples. Et si le capitalisme a fourni effectivement une certaine partie de richesse au monde, elle a aussi paupérisé, et il n'y a pas besoin, une très grande partie du monde également, et on peut elle a fourni une richesse parce qu'elle a été encadrée, parce que la politique s'est appliquée à l'économie, et que l'économie n'est viable que si on lui fixe des politiques et des buts éthiques, moraux, éthiques. C'est bien ça qui aujourd'hui est en question. Jean-Claude Carrière, un mot sur ce sujet. Je me demande juste, au terme de cette discussion, si les chiffres correspondent à la réalité, si les statistiques correspondent à la réalité de la vie de tous les jours. C'est vrai que nous vivons à l'époque la plus prospère, et non seulement la plus prospère, mais la plus paisible, la plus pacifique et pacifiée que nous ayons connue depuis très longtemps. Et pourtant, on nous dit, depuis plusieurs années déjà, que la France se paupérise, que le seuil de pauvreté se répand, et que, paradoxalement, ce sont les produits les plus chers qui se vendent le mieux. Il y a là quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans cette extension entre un certain seuil de pauvreté qui, c'est vrai, est plus élevé qu'autrefois, et cette prolifération des achats de luxe. Et ça me rappelle une phrase d'un homme politique des années 30 qui a été reprise récemment par des économistes américains: il faut prendre l'argent où il est, chez les pauvres. Et un économiste américain a dit il y a quelques années, oui, c'est les pauvres, c'est chez les pauvres qu'il faut aller chercher l'argent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont très nombreux. Il y a quand même quelque chose. Dernier mot. Un peu la fiscalité de l'actuel gouvernement. Il faut voir, c'est pas le stock, c'est voir l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut quand même distinguer, si on parle de pays occidentaux, il ne faut pas tout mettre tout dans le même panier. Là, on parle vraiment des pays occidentaux et de produits très particuliers, qui sont les produits dont le coût a été divisé par 2 tous les ans depuis 10 ans. Et donc, pendant ce temps-là, il faut regarder d'autres produits comme le logement et les matières premières, dont le prix, par rapport aux revenus, a augmenté d'une manière considérable. Je ne parle même pas de l'éducation. Deuxième chose, est-ce qu'on se place dans une statique ou dans du dynamique? Le dynamique, l'idée de la pauvreté, c'est est-ce que demain, cette personne a des chances et des opportunités d'en sortir? Et ça, dans les dernières décennies, là je vais aussi me réfugier à un bouquin qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle de Piketty. Je me suis parié que je n'en parlerai pas pendant au moins un quart d'heure dans l'émission, et qui montre clairement que le rapport entre les plus riches et les plus pauvres en termes de capital productif, celui qui génère du revenu, est en train d'exploser. Il est revenu au niveau de l'avant-guerre de 14. Oui. Absolument. Ça, et avant, on en parle énormément. Donc les riches, les pauvres ont de moins en moins de chances dans la même génération de devenir moins pauvres et de rentrer dans la classe moyenne. On ne parle même pas du fait que la classe moyenne elle-même est en train de se rapprocher davantage des pauvres que de se rapprocher des riches. Donc en fait, en termes d'évolution, alors on peut dire bien sûr qu'ils peuvent regarder la télé, ils ont Internet, en termes d'évolution, c'est quand même extrêmement alarmant. Excusez-moi, mais ça ne dit pas exactement ça. Ça dit que ceux qui ont du capital s'enrichissent beaucoup plus que ceux qui travaillent. Absolument. Ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent ne s'enrichissent pas. Non, c'est l'écart qui augmente. C'est l'écart qui augmente. Mais ceux qui travaillent peuvent s'enrichir aussi, même les plus pauvres. Puisqu'on est en économie, ce qui compte quand même, c'est l'écart et c'est le relatif, parce que ça signifie que la richesse qui est produite, la valeur ajoutée, elle n'est pas répartie de manière aussi équitable qu'avant. Voilà, pour le dire autrement, les pauvres ont de plus en plus de chances d'être plus pauvres. Et les riches de plus en plus de chances. C'est pas ce que dit le capital de Piketty qu'il est venu présenter dans cette émission. Oui, je sais. En tout premier. Il y a le discours de fin de règne, si je puis dire, de Margaret Thatcher. Je vais finir en citant Margaret Thatcher, comme ça mettra tout le monde d'accord, puisqu'on est tous sur ce plateau, qui disait, et un membre de... Donc c'est sa dernière apparition aux communes, elle sait qu'elle va partir, donc c'est un mouvement assez émouvant qui clôt 11 ans d'histoire d'Angleterre.
Et il y a un député de l'opposition qui se lève et qui lui dit « Mais Madame Thatcher, vous ne pouvez pas nier que pendant votre mandat, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres de ce pays ont augmenté. » Qui était un fait, effectivement, statistique. Et là, elle répond « Mais oui, mais regardez, vous auriez préféré que... faut que je retrouve le raisonnement. Vous auriez préféré que les riches soient beaucoup moins riches et que les pauvres soient un peu moins pauvres, comme ça l'écart aurait été plus petit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que les pauvres ont été un peu plus riches et peut-être certains riches beaucoup plus riches. Alors, est-ce que c'est les bons riches? Est-ce que la mobilité sociale a été assez importante? Il y a plein d'autres problèmes. Mais elle dit ce qui compte, c'est que tout le monde a avancé. C'est pas l'écart. Voilà. C'est très bien comme raison. Je vous propose qu'on accueille Bruno Fuligny. Il est historien. Vous allez vous décaler d'un cran et Fuligny va nous rejoindre. Vous publiez un tour du monde des terres françaises oubliées, c'est-à-dire ces terres exotiques, bizarres, dérisoires parfois, sur lesquelles flotte le drapeau français. On va voir tout de suite la carte des terres françaises oubliées qu'a dessinée pour votre livre Sergio Aquindo. Elle va apparaître sur notre écran. Et puisqu'il est question de propriété dans cette émission, Bruno Fuligny, les voilà, non, on les voit à l'écran, mais on les voit pas sur notre plateau, ce serait trop beau. Alors, grâce à toutes ces possessions de la France dans le monde, vous dites qu'en fait, la France est 20 fois plus grande qu'on ne le croit. Hein. Oui, à l'école, on apprend que la France fait 552 000 km². Ça, c'est la métropole. Mais si on compte l'outre-mer, on double en fait la superficie, 1 100 000 km². Et si on ajoute les domaines maritimes, toutes les eaux qui sont autour de ces îles et qui sont soit des eaux territoriales, soit des zones économiques exclusives, alors là, on arrive à 12 millions de km² au total. C'est plus grand que la Chine. Et alors on voit tous ces petits drapeaux français, si toutefois on les voit, tous ces petits drapeaux français qui flottent sur le globe. Alors la plupart des territoires dont on va parler ne sont absolument pas habités, hein, comme la Terre Adélie par exemple. 400 000 km² dans l'Antarctique. On va regarder, elle est là, la Terre Adélie. Hein. C'est une part de gâteau dans l'océan, dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique. La voilà, la part de gâteau. Alors ça a la forme d'une part de tarte, on pourrait sourire. Au passage, c'est plus grand que l'Allemagne. Parce que les proportions du continent antarctique sont telles que ce petit morceau d'Antarctique qui va du pôle sud jusqu'au littoral et qui est revendiqué par la France depuis Dumont d'Urville, eh bien, c'est plus grand que l'Allemagne, c'est 430 000 km². Et alors, ce qui est très drôle, c'est que cette part de tarte, elle est entre deux parts de tarte revendiquées par l'Australie, ce qui fait que c'est avec l'Australie que la France a sa plus longue frontière terrestre. Oui, la deuxième, c'est avec le Brésil. Avec le Brésil au niveau de la Guyane. La Guyane, évidemment. Alors, on va voir des images des Kerguelen. Là aussi, alors voilà un petit bout d'île qui se trouve en plein perdu, pratiquement au niveau de l'Antarctique. L'intérêt de ces îles qui sont absolument pas habitées, les Kerguelen. Alors, il y a une population, mais qui n'est pas permanente. Il y a une cinquantaine de chercheurs et de techniciens qui se relèvent à Port-au-Français. Mais alors, en revanche, tout ce qu'il y a autour, ça nous appartient. Exactement. Les eaux qui sont autour sont des eaux françaises. Et donc, au total, c'est ça qui nous procure un domaine maritime gigantesque. Le deuxième du monde, derrière les États-Unis. Le deuxième du monde derrière les États-Unis. Et encore, c'est parce qu'il y a quelques îles dont nous avons perdu la trace. Si nous les retrouvions, nous dépasserions les États-Unis en domaine maritime. On va voir quelques-uns ensemble. Alors, parmi tous ces territoires exotiques et bizarres, je vous emmène directement à l'île aux cochons. Alors, pourquoi est-ce que l'île aux cochons est si intéressante L'île aux cochons me fait rêver. C'est Bruno Léandri qui a levé ce lièvre et c'est extraordinaire. On la voit ici. C'est que l'île aux cochons est une île subantarctique. Donc, pour en faire la cartographie, il faudrait envoyer des gens aller se congeler sur pied dans un territoire vraiment inhospitalier. Donc, on a fait la carte à partir de photos satellites. Sauf que, compte tenu des conditions météo, il y a toujours une couronne nuageuse. Ce qui fait qu'il y a une portion du territoire français qui n'est pas cartographiée. Aujourd'hui encore, il reste une terre totalement inconnue. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Alors, c'est peut-être pas intéressant du tout, mais on a le droit de rêver. Et donc, on peut imaginer qu'il y a encore une civilisation à découvrir quelque part sur une île française du bout du monde. Alors, il y a les îles Chesterfield. On les a depuis 1878. Elles puent horriblement. Les îles Chesterfield, quand on voit les images, c'est très beau parce que c'est vraiment l'archétype de l'île exotique, le sable clair, les eaux cristallines, sauf que c'est un champ de guano. Ça fait des millénaires que les oiseaux de mer y déposent leur déjection et au 19e siècle, le guano, c'était très recherché parce qu'on en faisait de l'engrais, c'est du phosphate pur et donc il y a eu une véritable ruée vers le guano. Ces îles Chesterfield, elles sont proches de l'Australie et un jour arrive en Nouvelle-Calédonie un Anglais qui explique entre deux bières qu'il va au
Chesterfield pour en prendre possession pour les Britanniques. Comment Alors on le fait boire. Puis quand il roule complètement sous la table, on court avertir le gouverneur français. Et ces îles Chesterfield dont personne ne s'était préoccupé, elles vont devenir françaises. Le temps que l'anglais les saoule, on va y planter un drapeau français. Et depuis elles sont françaises. Ça rappelle Khrouchtchev et la Crimée. C'est exactement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on a eu les Chesterfield, évidemment, comme on est français, on a envoyé qui? Eh ben oui, à partir du moment où on a eu les Chesterfield, on a exploité le guano. Et d'ailleurs, c'est celui qui s'est emparé des Chesterfield qui, en récompense, a eu la concession du guano. Mais c'est territoire français. Et donc, il y a l'impôt à payer. Et donc, comment prélever l'impôt sur le guano? Eh bien, on a envoyé un fonctionnaire du fisc, Monsieur Martin, qui est allé avec sa femme, Madame Martin. Et donc, on a des documents d'archives extraordinaires où il est question des Martins qui se retrouvent dans des îles où il n'y a rien. Il n'y a personne. À surveiller l'extraction de la crotte d'oiseau de mer et qui sont là pour prélever 1 franc par tonne de guano extrait. Alors, ils tiennent 3 mois, ils s'en vont. Alors l'administration finit par dire à l'exploitant, bon écoutez, on va faire ça sous le régime d'une simple déclaration, ce sera plus simple. Et alors là, bizarrement, les tonnes de guano extraites s'effondrent. Et personne voilà, les mauvaises langues disent qu'elles ont été commercialisées en Australie et en franchise d'impôt. Donc, mais ces îles, quand même, elles font combien de surface? Alors là, elles sont disséminées sur des milliers oui, parce que ce sont au total un seul kilomètre carré, mais en 60 îles et îlots. Et ces 60 îles et îlots s'étalent sur 20 000 kilomètres carrés d'étendue océanique. Par ailleurs, c'est un des derniers points du monde où il y a des îles qui n'ont pas encore de nom. C'est la vraie richesse des Chesterfield d'aujourd'hui, c'est qu'on peut encore aller sur un rocher, un îlot, et déposer son nom. Et on peut déposer la marque ensuite. L'île des Faisans. Extraordinaire. Alors voilà une île qui est très singulière. Elle est entre la France et l'Espagne et elle a cette particularité. Bruno Fulini. Eh bien, tous les 6 mois, la France s'agrandit ou rétrécit. C'est-à-dire qu'on est sur la Bidassoa, une rivière, un petit fleuve qui sépare la France et l'Espagne. Et au milieu, eh bien, il y a une île. Alors cette île, en fait, elle est en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Simplement, comme il fallait quand même y assurer un pouvoir de police localement, elle change d'administration tous les 6 mois. Elle est soit française, soit espagnole. Tous les 6 mois. Alors, c'est une île basque, je dis ça au passage. Oui. Elle remonte au traité des Pyrénées, c'est là où a été signé le contrat de mariage entre Mazarin et le roi d'Espagne pour le mariage de Louis XIV. Et c'est là que François Ier a été rendu, il avait été capturé à Pavie, on paye sa rançon, on le dépose là, et c'est de là qu'il passe en France. Encore une fois, il n'y a aucun habitant dans l'île aux faisans, il n'y a que... Non seulement il n'y a pas d'habitants, mais il n'y a pas de faisans, il n'y a que des canards. Et en fait, on l'appelle l'île des faisans parce que les faisans, ce sont ceux qui ont le pouvoir de faire les hommes de pouvoir, les diplomates. Et seuls des diplomates pouvaient concevoir un système dans lequel une île change d'administration et de pays tous les 6 mois. Alors, une que j'aime beaucoup, c'est l'île Julia, qui est au large de la Sicile. L'île Julia, alors, on en a pris possession lorsqu'elle est sortie de l'eau. C'est une île volcanique, et on va la voir là. En fait, c'est un volcan sous-marin. Non, là, c'est pas celle-là, vous vous trompez. C'est au large de la Sicile, hein, mais c'est pas grave. C'est entre la Sicile, la Tunisie et Malte. Et on l'a sortie de l'eau. Elle est sortie de l'eau en 1831. On a envoyé immédiatement un gouverneur après en avoir pris possession. Il est arrivé trop tard, hein, pour raconter. C'est-à-dire que c'est une île en fait capricieuse. En fait, c'est un volcan sous-marin. De temps en temps, il y a une éruption, donc ça fait sortir une île. Et le temps que les puissances arrivent pour y planter leur drapeau, l'île a disparu. Là, en ce moment, on la voit, elle est à 8 mètres sous l'eau. À 8 mètres seulement. Et il y a quelques années, le Canard enchaîné avait suggéré d'envoyer des hommes grenouilles pour planter sous l'eau un drapeau bleu, blanc, rouge étanche et illifugé pour que l'île ressorte française. Alors, c'était évidemment un gag, sauf que quelques semaines après, des plongeurs italiens sont allés pour déposer un drapeau et même une plaque. Voilà. Il y a même une plaque, et pour elle, s'appelle l'île Ferdinandea. Et pour les Britanniques, c'est l'île Graham, parce qu'à l'époque, les Britanniques étaient à Malte. On est dans une zone tout à fait stratégique, c'est-à-dire qu'on peut sourire, bien sûr, et moi le premier de ces histoires, mais à chaque fois, il y a un enjeu de pouvoir, un enjeu de territoire, et puis des eaux à contrôler autour. Une réaction, l'île Julia? Non, ça vous laisse quoi? C'est passionnant. Alors, une autre... alors, il n'y a pas que les îles, hein, dans votre livre. La France, dites-vous, est propriétaire... par exemple, en Allemagne, on est propriétaire de 45 km². Oui, une petite partie de l'Allemagne est déjà sous tutelle française, donc vous voyez ça, vous voulez dire que... on peut continuer, hein, progressons. Non, mais sérieusement, il y a, par exemple, sur le Rhin, 3 communes françaises, qui sont des communes
françaises qui sont propriétaires de ce qu'il y a de l'autre côté du Rhin. Tout simplement parce qu'au XVIe siècle, le Rhin, il y a eu une crue et le Rhin a changé de cours. Et donc se posait le problème de ce qui était entre l'ancien cours et le nouveau cours. C'est assez classique sur les fleuves frontières. Et donc les communes françaises sont propriétaires des terres allemandes qui sont en face. De même, du côté de Wissembourg, il y a une vaste forêt. Oui, la forêt, on va la voir en photo là d'ailleurs. Elle est très belle. Voilà, une très vaste forêt qui est propriété, là non pas de la commune, mais de la France, suite à un accord Mitterrand-Kohl de 1984. On n'a pas vu la forêt, mais je vous faites-moi confiance. Là, voilà. Regardez comme c'est beau. Et c'est français. Et alors, il y a évidemment, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y en a tellement, à Jérusalem. Alors, Jérusalem, oui. Vous avez fait découvrir qu'on est propriétaire de sanctuaires. Oui, il y a plusieurs lieux, bâtiments, enceintes qui sont françaises. Et la plus extraordinaire, c'est le tombeau des rois. Parce que c'est une possession troglodytique, en fait, qui est sous la garde de la France depuis le milieu du 19e siècle. Alors, au départ, on a cru que c'était le tombeau des rois de Juda, les rois bibliques. En fait, les archéologues, depuis, ont découvert que c'était tout à fait autre chose. Néanmoins, c'est sous la garde de la France. Je dirais que c'est un petit peu tout ce qui nous reste des croisades. Oui, et là, c'est pas très intéressant. Oui, c'est le cas inverse, et Bruno le sait bien, ce sont les îles anglo-normandes, qui est le dernier territoire français sous possession britannique, puisque la reine d'Angleterre est souveraine, mais c'est bien la Normandie, ce n'est pas le royaume d'Angleterre, et les îles Jersey et Guernesey, c'est un territoire français administré par l'Angleterre. Ah bon, vous êtes d'accord Donc nous avons une reine quand même. Disons que la reine d'Angleterre à Jersey et Guernesey ne porte pas de couronne sur les billets de banque parce qu'elle règne là en tant que duc de Normandie. Voilà. Elle revendique ce titre de duc de Normandie. C'est ce qui reste du duché de Normandie, de Guillaume le Conquérant, sous possession anglaise. Mais c'est un territoire français. D'accord. Avec la langue officielle comme le français. Alors, quels autres exemples? Les conquêtes de Napoléon, il n'en reste rien. On a tout rendu après Waterloo. Pas tout à fait. Alors, en Allemagne, on a quand même quelques mètres carrés qui correspondent au monument de la stèle de la Tour d'Auvergne, le premier grenadier de l'Empire. Il est mort, il est enterré. Donc, le territoire devient français. Il l'est toujours. Donc, il y a 2 mètres carrés de terre française au milieu de la Bavière. Qui s'ajoute aux 45 km². Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on progresse. Là, on est vraiment au cœur de la Bavière, sachant que c'est totalement absurde dans la mesure où depuis, les restes de la Tour d'Auvergne sont au Panthéon. Donc il ne reste plus que le monument. Et puis allons un peu plus vers l'Est, là on traverse complètement l'Allemagne, on arrive en République tchèque, et bien sur le site de la bataille d'Austerlitz, il y a un mémorial avec également une sorte de carré français qui est là. Il y a aussi la maison de Longwood qu'on va voir à l'île de Sainte-Hélène. À l'île de Sainte-Hélène, il y a même 3 enclaves françaises à l'intérieur de l'île. L'île est britannique, mais les lieux qui sont liés au souvenir napoléonien sont de véritables enclaves françaises suite à un traité conclu entre Napoléon III et la reine Victoria. Donc la maison de Longwood, le carré, la voilà. La vallée du tombeau, la maison de Longwood. Avec le drapeau français qui flotte sur l'île de Sainte-Hélène. Et le carré d'Austerlitz qu'on va voir également. Alors il en reste beaucoup dans votre livre, on les a pas tous regardés. Mais il y a votre préféré qui est un récif. Oui, alors le récif Ernest Le Gouvet, ça vraiment, c'est vraiment pour les amateurs de géographie. Ernest Le Gouvet, c'est au départ un dramaturge de la belle époque, académicien, complètement oublié aujourd'hui, mais qui avait ses admirateurs il y a un siècle, à tel point qu'un armateur a donné son nom à un vaisseau. Et ce vaisseau, en naviguant dans le Pacifique Sud, mais alors vraiment dans la partie froide du Pacifique Sud, non loin de l'Antarctique, a vu un récif et lui a donné le nom du bateau et de l'académicien. Donc c'est devenu le récif Ernest Le Gouvet. Alors une possession française dans une zone où il n'y a aucune autre terre, ça représenterait donc 430 000 km² de domaine maritime, sauf que depuis, on ne l'a jamais revu, ce récif. Alors, soit le capitaine avait un peu forcé sur la boisson, ce qui est possible, soit, ce qui arrive aussi, l'île a disparu entre-temps pour des raisons physiques, géographiques, mais si on creuse un peu, on est pris d'un horrible soupçon. En effet, Ernest Le Gouvet, il était copain avec Jules Verne. C'est même lui qui a incité Jules Verne à présenter sa candidature à l'Académie française, candidature refusée. Et que se passe-t-il? Quand on regarde les coordonnées géographiques d'Ernest Le Gouvet, on trouve celle de Tabor, l'île mystérieuse, dernier refuge du capitaine Nemo. Ce qui fait qu'on peut légitimement se demander s'il n'y a pas eu un canular magistral, un académicien, un écrivain, un armateur, un capitaine, qui ont réussi à berner toute la communauté des géographes. Ça veut dire qu'en fait, ce récif n'aurait jamais existé. Ce récif est français, s'il existe. Mais je ne suis pas du tout certain qu'il existe. De toute façon, dans l'île mystérieuse, il a explosé. Il a explosé. Donc c'est le tour du monde des terres françaises oubliées. Vous insistez bien sur le fait que ce sont des terres françaises qui n'oppriment personne, puisqu'il n'y a pas d'habitants ou pas d'habitants permanents. Alors, il y a quand même des gouvernements autres que le nôtre qui les revendiquent, mais ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ça n'a décrété des réactions. Je comprends bien qu'il n'y a plus que la Corse qui n'est pas française. Quoi, on attend qu'il n'y ait plus d'État-nation
oublier toutes ces petites choses. Pascal Salin? Oui, je partage ce sentiment. C'est que c'est bien l'exemple que la nation peut être morcelée et variée. Et c'est peut-être une leçon pour l'Europe, parce qu'on veut centraliser l'Europe, alors qu'on pourrait avoir une beaucoup plus grande diversité, tout un morcellement de choses plus ou moins autonomes. Mais la France n'est pas du tout une puissance européenne. En fait, sur les 12 millions d'étendus que j'indiquais, il n'y a pas 10% qui sont en Europe. La France est une puissance mondiale. Oui. Enfin, cela dit, sur les 12 millions que vous indiquez, il y a 11 millions, c'est de la flotte quand même. Oui, et puis le reste, c'est beaucoup de la glace. Oui, soyons honnêtes, je raisonne uniquement en kilomètres carrés. Oui, il faudrait mieux répartir la population, on est d'accord. Diana Filippova, vous y voyez l'émergence d'une économie collaborative telle que vous la souhaitez? Absolument, il faudrait faire des projets open source, open hardware sur ces des terres. C'est beaucoup de zones économiques exclusives quand même, parce que l'intérêt du domaine maritime, c'est que ça crée des zones économiques exclusives. Non, ce qui est marrant, c'est de comparer ça aux possessions françaises d'il y a 60-70 ans et de comment la France faisait fructifier, quoi. Donc, mais on commence à se dire que la mer aura une énorme importance dans l'avenir. Beaucoup de gens le disent, du point de vue tout simplement économique. Les ressources halieutiques, et puis le jour où on réussira à exploiter le sous-sol sous-marin, effectivement, ces possessions qui nous font sourire et qui sont liées à des histoires un petit peu rocambolesques vont peut-être devenir effectivement de véritables coffres-forts, de véritables îles au trésor. Et là, on se battra pour les conserver. Oui. Les fonds des mers sont quand même très abîmés. Judith Revel? Je pense que c'est aussi des histoires de... Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans les fonds sous-marins des îles qui apparaissent et qui disparaissent, mais s'il y a du pétrole, ou si on améliore et on abaisse le coût des forages maritimes, par exemple, maintenant ça coûte très cher. Mais ça se fait techniquement, quand ça coûtera moins cher, ça devient des enjeux stratégiques absolument énormes. Il y a une histoire très, très, très étonnante de ce point de vue-là. Nous avons failli être propriétaires des Galapagos, parce qu'il y avait un consul en Équateur qui avait dit on pourrait les acheter. Le Quai d'Orsay lui a dit oui, vraiment. Alors il a insisté en disant, vous savez, peut-être qu'un jour, on est au début du 19e siècle, peut-être qu'un jour on creusera un canal dans l'isthme de Panama, et ça serait intéressant d'avoir une base navale côté Pacifique. Alors tout le monde a rigolé, et on a laissé tomber. Et du coup, lui, il a acheté une île des Galapagos pour lui, et il l'a léguée à sa commune. Et c'est ainsi qu'une petite commune des Pyrénées française, Barcus, est propriétaire d'une île dans le Pacifique, alors qu'elle n'a elle-même aucun accès à la mer. Léonie Sinaga. Je suis ravie par l'intérêt intellectuel de la chose. Jean-Claude Carrière. J'aime beaucoup cette idée d'une France en confetti, comme ça, comme si elle avait été semée au hasard un peu sur les mers du globe. J'aime beaucoup ça. Personne n'a rien à ajouter sur l'idée de propriété en général. Ça montre peut-être aussi l'absurdité de cette idée selon laquelle un pays est propriétaire des mers jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Et il y aurait une conception tout à fait différente qui consisterait à privatiser les mers, et c'est-à-dire donner des droits, par exemple, aux pêcheurs qui auraient été les premiers à exploiter telle ou telle zone. On pourrait louer le golfe de Gascogne, oui. Par exemple. Vous faites partie de ceux qui veulent privatiser les trottoirs, par exemple, considérant qu'ils seraient mieux nettoyés si chacun en était propriétaire. C'est les libertariens qui sont comme ça, c'est oui. Ça oui. Gaspard Koenig, non? Non, mais cette idée, parce que quand on parlait, les gens disent on possède, c'est à nous, on a cette île. C'est un peu bizarre, je trouve, de dire ça. Qui possède. C'est une propriété collective. Parce que je suis français, je possède des terres. Je pense toujours à la fameuse phrase de Rousseau qui a déclenché tellement de littérature. Le premier qui a dit, qui a formé un enclos en disant ceci est à moi. Et la fameuse phrase qui suit et qui a traversé des siècles, disant les fruits sont à tous, la terre n'est à personne. Je crois que c'est une chose que nous devrions, une phrase que nous devrions. Il avait le génie de la formule, Rousseau. Pas forcément toujours exact. Moi, je dirais le contraire. À savoir que la terre devrait être individualisée. Et les mers aussi. La terre à tous et les fruits à personne, c'est ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte évidemment en musique, avec musique post-bourgeoise. Ils étaient venus il y a quelques années dans cette émission. À l'époque, Olivier Hurman hurlait dans un mégaphone. Aujourd'hui, ils viennent de sortir leur premier album, sans doute l'album le plus révolutionnaire de l'année 2014. Ils nous interprètent un extrait qui s'intitule d'ailleurs La Révolte. Musique post-bourgeoise, c'est à vous.
Arrêtez de boire pour avoir soif. Arrêtez de prier pour croire en Dieu. Arrêtez de dormir pendant votre sommeil. Arrêtez d'incendier des cheminées. Le tiroir est dans la clé. Le tiroir est dans la clé. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Arrêtez d'applaudir pour être heureux. Arrêtez de planter des arbres pour marcher en forêt. Arrêtez de manger la bouche pleine de paroles. Arrêtez la dignité dans les supermarchés. Le tiroir est dans la clé. Le tiroir est dans la clé. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Arrêtez de pleurer pour avoir mal. Arrêtez de poser des cloisons pour passer par la porte. Arrêtez de ternir votre image avec de l'ambre solaire. Arrêtez le soleil au petit jour. Le tiroir est dans la clé. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Le tiroir est dans la clé. Le tiroir est dans la clé. Permanente est la révolte. Permanente est la révolte. Dès maintenant, partagez les meilleurs moments de l'émission depuis France2.fr/CSOJ.